Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce retour à l'antenne. C'est la première édition de Cartes sur table pour l'année 2023. C'est donc tous les mardis entre 21h et 23h. Ce soir, on aura 4 panélistes pour 3 thématiques qu'on va aborder. Des questions d'actualité. On va essayer évidemment pour votre gouverne d'en faire le commentaire et l'analyse, ce qui c'est peut-être pour qu'on puisse en décrypter davantage les enjeux et l'intérêt pour le public camerounais. On parlera de la couverture santé universelle qui, comme vous le savez, la problématique traîne depuis plusieurs années déjà et le gouvernement s'est engagé à lancer cette couverture à partir de cette année, notamment le premier trimestre de l'année 2023. Qui est concerné? Comment ça se finance? Les populations sont-elles intéressées? On va essayer de voir tout cela. Et surtout les contours. Loi de finances 2023, le ministre Louis-Paul Moutazé, lui, a été à Douala hier lundi pour évidemment lancer la nouvelle loi de finances dans un environnement, on le sait, où l'inflation a pris le pas et aussi il faut noter une augmentation de ce budget-là. Et enfin, on parlera des élections sénatoriales pour lesquelles le président de la République a convoqué le corps électoral pour le mardi 12 mars 2023. Sont concernés 100 élus, du moins sont attendus 100 élus au niveau des sénatoriales, une élection indirecte pour lesquelles le conseiller municipal et les chefs traditionnels sont directement impliqués. 4 panélistes. D'abord, Patrick Christian Dobo. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir, mon cher Dupita. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Et bonsoir à nos chères dames qui nous accompagnent ce soir ici. Voilà. Journaliste éditorialiste. Juste à côté de vous, l'honorable Alice Rose Tongo Doualabel. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne année à mes copanélistes. Je suis heureuse d'être là. Après un grand moment d'émotion cet après-midi. Pourquoi émotion? Parce que j'ai participé au lancement des adieux qui seront faits à Sa Majesté Madiba Songhai. Ah, d'accord. Quelqu'un d'assez particulier, un très grand chef, un grand visionnaire et un bâtisseur, et qui avait l'avantage d'appartenir à 2 grandes communautés, Elongpo et la communauté Sawa. Certaines personnes trouvaient ça compliqué, mais moi je pense qu'il était chanceux parce que les métis, peut-être que Madame Soga en sait plus que nous tous, le métissage réussi est quelque chose de très enrichissant. Et je pense qu'il avait cet avantage-là d'être avec 2 peuples, ou au milieu de 2 peuples. Et je pense qu'il a magistralement mené cette mixité ou alors ce métissage culturel. Merci. On va certainement corriger à l'instant l'honorable Alice Rose Tongo Doualabel qui vient de prendre la parole pour le compte du RDPC. Elle est là ce soir. Jeanne Soga, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Bonsoir à mes co-panélistes et bonne année à tous. Bonne année également aux téléspectateurs que je revois depuis un long moment d'absence. Ça fait un moment que je ne viens pas. Mais c'est pas faute de vouloir, c'est peut-être faute de pouvoir. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du FSNC, parti de Issa Chiroma Bakari. Et puis enfin, on aura d'un moment à l'autre le docteur Marie Bagar, qui est du PCRN, le temps qu'elle s'installe. Et pour lequel on va l'accueillir. On va prendre la transition et puis lancer la première thématique. On parle d'abord de la loi de finances de 2023. Alors, le budget pour cette nouvelle année est de 6 milliards 329 milliards. C'est bien ça, voilà. Un peu plus, parce qu'il y a 1,3. Donc, c'est le budget de cette année, dans un environnement, je l'ai dit, inflationniste, même si comment ils appellent ça, les pronostics, les projections
table éventuellement sur une diminution d'environ 2,7%. Mais l'enjeu de ce budget, c'est la reconstruction des régions en proie à la crise, ou du moins aux crises. Il y a également la lutte contre ce qu'on appelle de façon triviale la vie chère, que le gouvernement, évidemment, essaye de mener. Dans un environnement global, le président l'a dit le 31 décembre, qui subit les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Docteur Marie Baga, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux panélistes, bonne année. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve quand je suis de passage au Cameroun. Et c'est aussi un réel plaisir de retrouver Honorable Bell, avec qui on a souvent partagé le plateau. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice PCRN Diaspora. Oui, jusqu'à très récemment, oui, c'est ce titre que je portais. Nos textes ont été revisités et dès que ce sera officiel, les nouveaux titres seront là. Mais oui, c'est toujours probablement en rigueur, mais ça va changer d'une minute à l'autre. Donc il y a un gouvernement qui est attendu au PCRN. D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, je veux dire, ce budget, vous l'avez probablement parcouru même en diagonale. Vous l'estimez optimiste au regard des enjeux? Écoutez, un budget en chiffres, en valeur absolue, on peut jamais savoir s'il est optimiste, pas optimiste et tout. Il faut rentrer à l'intérieur et quand on rentre à l'intérieur, effectivement, il y a... grosso modo, je vais faire une analyse macro, je ne suis pas économiste, mais macroscopiquement, je pense que quand un pays décide de sa loi des finances, de budget pour un pays, c'est pour alléger quand même les classes les plus pauvres et essayer, je pense que le Cameroun n'est pas super socialiste, mais essayer de faire que ceux qui gagnent le plus d'argent puissent contribuer, y compris par la fiscalité, qui représente d'ailleurs 75% les douanes et la fiscalité de tout ce budget. Pour que je dirais pas les riches payent pour les pauvres, mais c'est essentiellement ça. Mais on remarque que tout le monde est taxé. Ça part du simple timbre. Pour moi qui voyage, je vois mon billet d'avion augmenter à cause des taxes aéroportuaires ou quand je veux faire une transaction à l'ambassade du Cameroun à d'ici, je vois tout augmenter tout de suite. Donc je pense que grosso modo, personnellement, je ne suis pas rassurée par ce budget parce que ça donne l'impression que les classes les plus défavorisées qui ne sont pas toujours à même de regarder les détails qui sont dans ce budget, voient du jour au lendemain un thème qui passe de 50% de plus. C'est énorme. Pour quelqu'un qui est au SMIC, je rappelle, c'est 50 € au Cameroun, c'est énorme. Et on voit en même temps le carburant est subventionné à 60%, un litre à la pompe. On se dit, pourquoi on continue de subventionner, par exemple, le carburant, alors que ce sont, par exemple, ceux qui peuvent avoir des voitures. Ils ont quand même des moyens. Donc, il y a ces petits déséquilibres-là entre ceux qui n'ont pas de sous, qu'on taxe quand même, avec peut-être des petits montants, mais à la longue, pour eux, c'est lourd. Et ceux qui ont plus de moyens, on se demande pourquoi on continue à subventionner certaines choses pour eux. Donc, de manière macro, je pense qu'on va entrer peut-être dans les détails tout à l'heure. Moi, c'est ma première impression quand j'ai parcouru en diagonale, c'est qu'on n'a pas épargné les ménages les plus pauvres. On les a aussi taxés au même niveau que les riches, alors que dans une république de distribution, il faudrait que les riches soient peut-être plus taxés et qu'on donne un peu un repli aux pauvres, quoi. Bon, même si c'est relatif, parce que sur deux exemples pour moi, par exemple vous parlez tout à l'heure des billets d'avion, des tickets d'avion, je crois que les termes ne sont pas identiques. Selon qu'on prenne une classe ou une autre, je crois que ça varie. Également sur les vignettes, par exemple, en fonction des chevaux, je pense que légalement, c'est pas identique, mais je crois que... Mais je pense que le billet d'avion, déjà, c'est élitiste. Donc, moi, je suis pas particulièrement, je ne le vois pas dans mon billet parce que les gens étaient en train de supputer. Est-ce que c'est à l'aéroport? À l'époque, on payait les 10 000, l'État collectait lui-même. Je pense non, c'est directement incorporé. Voilà, c'est directement incorporé, on le voit dans notre billet d'avion. Je pense que pour nous qui voyageons,
ça peut être dit juste, parce que si tu prends un billet d'avion, ça veut dire que tu peux payer les taxes là-dessus. C'est pas forcément pour nous, mais je pense que là où c'est compliqué, c'est au niveau des ambassades, parce que tout le monde qui est à l'étranger n'est pas nanti. Quand on prend du simple au double, tout ce qu'on a fait au niveau des ambassades, je ne parle pas des visas, parce que quelqu'un va me dire que les Camerounais ne sont pas concernés, mais les cartes consulaires et tous les papiers qu'on a assignés à l'ambassade, on est passé par exemple du simple au double. Donc là, tout le monde qui vit en Europe ou aux États-Unis n'est pas forcément nanti pour pouvoir payer ce genre de transactions. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je dis, c'est déséquilibré. Les riches, il faut les taxer, mais les pauvres, il faut leur donner un peu de répit. Alors 6 345 milliards, la somme vous impressionne-t-elle? C'est un budget en augmentation. Patrick Christian, d'abord, votre première lecture, de façon diagonale. Non, écoutez, lorsqu'on regarde le budget, en valeur relative, on se dira certainement que, bon, il y a une prévision, il y a une augmentation, environ 250, un peu plus de 250 milliards comparé au montant de l'exercice dernier. Mais pour rester un peu plus fixé sur ce qui est présenté dans ce budget, au regard de la lecture qu'on peut en faire, c'est que les éléments que le gouvernement présente, tout au moins pour soutenir la qualité de ce budget par rapport à ses objectifs de réduction, n'est-ce pas, ou d'amélioration des conditions de vie des populations, c'est qu'on cherche un peu à améliorer la production locale. Hein. Ça fait partie des éléments que compétitivité et productivité. La compétitivité locale, la productivité locale, et peut-être à donner des moyens aux entreprises, notamment dans le secteur agricole et d'autres secteurs, de pouvoir réaliser des productions qui facilitent ou bien qui vont permettre de réduire le coût par rapport à un certain nombre de produits de première nécessité. Il y a ça, il y a d'autres rabattements que cette loi de finances offre justement aux opérateurs locaux comparés aux difficultés qu'ils avaient face à la concurrence. Laquelle concurrence, n'est-ce pas, met sur le marché un certain nombre de produits qui ne facilitent pas justement la tâche à ces opérateurs économiques ou même qui n'encouragent pas la production locale. Ça, c'est un élément parmi lesquels le gouvernement met en place, disons, sa capacité à convaincre sur la qualité de ce budget. Oui, on peut s'en tenir à ça. Il y a aussi un certain nombre de prévisions sur la gestion des effets de l'inflation. Tout au moins, sans rentrer dans les éléments techniques, on se rend compte que le gouvernement tient à cet argumentaire pour présenter la qualité bénéfique de ce budget par rapport à ses objectifs. Mais dès qu'on a fini de le voir, on est quand même obligé de se rendre compte qu'il y a une volonté d'augmentation de la recette fiscale. Et c'est un des gros problèmes que nous avons. La création de par l'élargissement notamment. Oui, l'élargissement de cette assiette avec une politique qui tend à créer de la richesse par la collecte fiscale, les taxes douanières. Vous voyez ? La première recette de l'État, l'impôt. Ça donne une certaine fragilité aux équilibres qu'on doit retrouver dans autant la gouvernance que les différents segments de l'économie. On ne peut pas, de manière continuelle et indéfinie, penser qu'on va trouver les équilibres et les objectifs justement de développement à travers des collectes, à travers les recettes fiscales. Et ces recettes fiscales, quand vous regardez la proportion qu'elles ont dans le budget, il y a de quoi être inquiet. Est-ce qu'on va pour la création des richesses ou pour la maximisation des recettes fiscales ? Voilà peut-être les questions qu'on peut se poser avant d'entrer dans les segments différents de ce budget. Vous faites bien de le relever. Je rappelle grandement les ambitions de ce budget: compétitivité, productivité, lutte contre l'inflation, la préservation des couches sociales vulnérables contre la vie chère, la poursuite de la mise en place d'une couverture santé universelle, la reconstruction des régions sinistrées, notamment nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. Et donc, il faut également noter que le gouvernement va continuer à subventionner, peut-être à montant légèrement réduit, les prix des produits pétroliers. Votre première lecture, Jeanne Soga, sur cette loi de finances? Alors, je vais réagir sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure. Venant de la dame du PCRN, je suis contente de savoir que
les gens qui vont à l'étranger, soi-disant pour améliorer les conditions de vie en quittant l'enfer qu'est le Cameroun, ne sont toujours pas riches. Bon. C'est bien d'apprendre ça, comme ça donne un aperçu à ceux qui sont là et qui se préparent à traverser le désert et la mer Méditerranée pour trouver des richesses qu'ils ne trouveront pas, qui sachent dès aujourd'hui que ce n'est pas tout le monde qui est riche de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire remarquer parce que c'est intéressant, la jeunesse nous regarde. L'autre volet que je viens d'entendre aussi, relatif à l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture de près de 30%, pour les raisons qui ont été évoquées, moi, me satisfait. Justement, je vous coupe pas, mais j'en ajoute. L'autre axe principal, c'est ce qu'ils appellent l'import-substitution. Et on l'a dit de la productivité. Voilà. Donc moi, je dirais que s'il avait été meilleur, ça aurait été une meilleure satisfaction, parce qu'aucun pays ne se développe sur le Bayam Salam quand il assied son économie sur le Bayam Salam, c'est-à-dire l'achat et la vente, l'importation de produits manufacturés, etc., à la vente, y compris les denrées alimentaires que monsieur vient d'appeler de première nécessité et que nous aurions pu produire ou commencer à produire depuis X temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo où on parlait du blé à l'extrême nord. Je pense que c'était des champs de l'Irak, quelque chose comme ça. Et la question que je me posais, c'était de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun ne s'y était pas pris un peu plus tôt, pourquoi avoir attendu cette crise russo-ukrainienne pour comprendre que nous pouvons, dans certaines parties du Cameroun, cultiver ce produit qui n'est pourtant pas un produit de première nécessité au Cameroun, même si certains essayent de nous faire croire que la farine est un produit de première nécessité. Moi, je dis personnellement que le blé n'est pas dans mon alimentation, dans notre alimentation à nous les Africains et à nous les Camerounais, une priorité. Chez nous, c'est plus le manioc, c'est plus des féculents comme le plantain, etc. Ou dans les zones du nord, dans le septentrion, peut-être le mil dans une moindre mesure, ou le maïs. Mais le blé, je découvre que pour certains, le blé est une denrée de première nécessité. Pour moi, le pain, non. Non, le pain, ce n'est pas le cas. Donc, pour revenir pour moi, ce budget, lorsque je l'ai regardé, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une volonté gouvernementale qui n'est peut-être pas énoncée de façon très explicite, mais qui se voit. Il y a une augmentation sensible du budget de la défense. Ça veut dire que les problèmes sécuritaires perdurent. On reste attentif à la maîtrise des zones de conflit. Et il nous faut donc de l'armement. L'armement coûte plus cher puisque la guerre russo-ukrainienne a, on va dire, diminué de façon significative, n'est-ce pas, les stocks d'armement des pays qui soutiennent l'Ukraine. Donc, du coup, l'armement coûte plus cher, il nous faut donc plus d'argent. Il nous faut plus d'argent aussi parce que les zones de sécurité s'étendent. Parce qu'il y en avait 3, aujourd'hui elles sont plus grandes. Quand vous regardez, vous voyez que les bandes armées, les milices armées, parce que moi je les appelle comme ça, les terroristes bougent. Ils sont très mobiles parce qu'ils sont moins nombreux, ils sont donc plus faciles. Et aujourd'hui, qui sont sous le coup de la pression militaire de l'armée camerounaise, ils sont obligés d'être plus mobiles et donc ça demande beaucoup plus d'argent. Je constate aussi également que l'État du Cameroun est assez attentif à tenir ses promesses, ou les promesses faites lors des créations des universités. J'ai regardé le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, il est aussi en augmentation. La question que je me pose, c'est de savoir s'il sera suffisant pour les 3 universités à venir, parce qu'on sait qu'il y a Bertois, Garoua et Bolova, je pense. Pour ces 3 institutions-là, il va falloir, je pense, beaucoup plus de moyens, mais bon, c'est déjà bien d'avoir commencé. Et il me semble savoir qu'il y a une volonté politique qui est démarquée. Bien, on va arriver au niveau de la santé, et là, c'est, je veux dire, une petite déception, parce que c'est vrai que ces dernières années, enfin les 15 dernières années, il y a un gros effort qui a été fait concernant l'amélioration des plateaux techniques dans les formations hospitalières au Cameroun, mais beaucoup reste à faire, notamment pour la formation de notre personnel médical. Ils sont courageux, ils sont peut-être résilients,
Mais il y a véritablement un travail à faire de ce côté-là. Ceux qui ont la pratique des hôpitaux camerounais, comme moi, le savent. Donc peut-être une petite déception de ce côté-là. Voilà pour ma part le premier regard que je jetterai sur cette fameuse loi des finances 2023. Bon, les Roses, 6329,3 milliards. Là, d'ailleurs, la députée, vous avez un peu l'expérience de la confection de ces budgets-là. Je veux dire, au regard des défis, vous pensez que c'est un budget ambitieux à la hauteur des attentes? Effectivement, je pense que c'est un budget ambitieux. Je pense que le Parlement du Cameroun et notamment l'Assemblée nationale qui a écouté tout le long des présentations des différents ministères, les argumentaires qui devaient soutenir les montants qu'ils ont exigés du contribuable camerounais, ont été très attentifs. J'ai suivi quelques débats, pas tous, et je sais que les députés ont été plutôt très pointus, très regardants pour s'assurer que la prise en compte du citoyen lambda est bien effective. Malheureusement, et c'est la vérité, nous avons l'ambition de nous développer, l'ambition de sortir du sous-développement. Et automatiquement, ça prend des moyens. Alors tantôt, j'entendais dire que on aurait souhaité qu'on s'oriente plus vers des politiques de production ou d'industrialisation, en tout cas l'acquisition de richesses nouvelles, que de vouloir faire de la captation d'une assiette, l'élargissement d'une assiette des impôts fiscales, une assiette fiscale. Sauf que, en attendant que les différents programmes soient mis en route pour atteindre ces objectifs de développement, il faut bien que nous soyons capables de financer nos besoins au cours de l'année 2023. C'est difficile pour les populations, je le conçois, j'accepte que c'est difficile parce que moi-même je fais partie de cette population, mais c'est un sacrifice à faire pour que nous puissions passer le mauvais cap. Et une fois l'industrialisation implémentée, nous aurons bien plus de ressources. Une fois l'exploitation des mines structurée, organisée et mise en exploitation, c'est sûr que le pays va ressentir, quand je dis le pays, le citoyen lambda va ressentir le bénéfice de cet effort qui aura été fait. J'ai bien compris l'intérêt pour le ministre Louis Motazé de venir cette fois-ci encore lancer à Douala, oui, parce que Douala, c'est la grosse mamelle. C'est de là qu'on tire tout le lait. Et ce lait, par la suite, est donc, pour des questions de solidarité nationale, réparti dans les différentes régions du pays. Donc la région du littoral est vraiment l'acteur central. Et l'exercice, c'était quoi? Je l'ai vu de loin parce que je n'ai pas participé, mais j'ai suivi. Il fallait que chaque acteur prenne conscience de ce que, une fois le budget voté, le budget n'a pas de pied, le budget n'a pas d'oreille, le budget n'a pas de bouche. Ce sont des acteurs qui le mettent en musique. Et généralement, les différents acteurs peuvent aussi présenter différents freins qui font qu'au finish, on n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés. Pas parce que c'était pas bien construit, mais parce que chaque acteur n'a pas joué son rôle. Et j'ai trouvé que c'était pédagogique, mais aussi en même temps mettre les gens face à leurs responsabilités. Et j'espère que l'exercice va continuer dans les différents secteurs. J'espère que les élus ont bien écouté et vont aller faire leur propre audit pour savoir pourquoi la réalisation de l'investissement public n'est pas satisfaisante. Les hommes d'affaires, les acteurs du secteur économique, eux aussi, parce qu'ils sont en quelque sorte le cœur
le cœur de toute cette production de richesse et de la réponse que nous devons apporter aux populations de notre pays. On dit, il y a la corruption. Mais pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corrupteur. Pour qu'il y ait corrupteur, il faut qu'il y ait corrompu. Donc, au finish, on se rend bien compte que si nous prenons tous conscience que la réussite au bout dépend de chacun de nous et que chacun de nous a à revoir ou à améliorer ou à renforcer sa façon de participer à l'exécution de ce budget va nous permettre de traverser une année qui va être certes difficile, mais au bout du compte, nous serons heureux. Jean, je voudrais un peu revenir sur l'une des ambitions, j'ai failli dire l'un des axes principaux de ce budget qui consiste, on en a parlé tout à l'heure, à ce qu'on appelle l'import-substitution. Avec cette balance commerciale qui n'est pas favorable au Cameroun, le gouvernement veut inverser la tendance, mais nous sommes dans un environnement global où on observe un ralentissement de la croissance, due aux crises, entre autres, qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais est-ce que, ou alors je veux dire, comment se donner les moyens, sachant que notre tissu industriel est fragile, s'il est même existant, il faut pouvoir transformer sur place, vous parliez tout à l'heure du blé, des céréales, il faut pouvoir transformer ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce avec quoi on se transporte, bref. Comment franchir ce pas-là ? Alors, il n'y a pas que la volonté politique, parce que je pense qu'elle est énoncée, y compris dans la loi des finances actuelles, dans le discours, etc. Il n'y a pas seulement la volonté politique, il y a l'adhésion de la population. Exact. Et sur ce plan-là, ce que je peux dire, c'est que je voudrais réagir par rapport à ce que l'honorable Marlys disait tout à l'heure. Il n'y a pas que la corruption et l'incivisme fiscal. Nous avons près de 70% des acteurs économiques du Cameroun qui sont dans l'informel. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Donc il faut résoudre déjà ce problème-là. Et pour résoudre ce problème-là, il faut véritablement non seulement communiquer, mais se rapprocher de ce secteur qu'on identifie, même si on ne veut pas le reconnaître, qu'on identifie parfaitement, pour essayer de le restructurer. Parce que si les gens continuent à demeurer dans le secteur informel, ils ne vont pas payer d'impôts. Donc les impôts vont, on va dire, peser sur une petite partie, une minorité des acteurs économiques, avec les conséquences que l'on connaît, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent plus à s'en sortir, l'imposition étant très forte. Donc, je vais dire ça, il y a un gros effort à faire par rapport à cet incivisme fiscal, cette démarche auprès de la population, cette invitation à l'adhésion des populations à cette bataille économique que l'État doit mener. Et surtout, amener les gens à comprendre que l'État n'est pas une vache à lait. Il n'a pas la solution à tous les problèmes. C'est nous d'abord. C'est d'abord nous. Et puis l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. J'ai beaucoup aimé l'injonction, disons l'interpellation, en disant que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Il faut d'abord des corrupteurs pour qu'il y ait des corrompus. Les corrompus viennent de ce qu'il y a un véritable problème auquel il va falloir trouver des solutions. Et cette question-là commence à devenir, à revenir sur la table de façon assez récurrente. Pourquoi n'augmente-t-on pas le pouvoir d'achat de la plus grosse masse salariale au Cameroun? Que sont les fonctionnaires? Pourquoi ne touche-t-on pas ces salaires-là? La question du SMIC également. Il y a la question du SMIC, bien évidemment, qui revient. Pourquoi préfère-t-on subventionner les produits de première nécessité? Alors j'ai posé la question à un économiste du ministère des Finances qui m'a dit, vous savez, si on avait augmenté les salaires, beaucoup de ces salaires-là seraient rentrés dans les poches des brasseurs. C'est très bien. C'est une boutade qui peut s'avérer illustrer un état d'esprit des Camerounais. Un peu comme si on me disait que l'État a décidé de gérer pour le compte des citoyens camerounais leur propre argent en choisissant les secteurs dans lesquels il apporte son appui financier. Bon. Alors, dans ce cas-là, qu'on nous le dise et que nous revoyons notre propre organisation et que les choses soient plus claires, qu'on nous donne au moins la possibilité de choisir les denrées pour lesquelles il y a des subventions. Et je pense que, alors, en ce moment-là, on verrait une meilleure adhésion. Si nous pouvions décider des secteurs agricoles dans lesquels nous voulons travailler, si nous pouvions
décidé qu'aujourd'hui au Cameroun, on va dire 70% des agriculteurs qui étaient dans la culture des palmiers, du café et du cacao ne veulent plus le faire parce que ce sont des produits, on va dire, mortifères. Effectivement, ce sont des cultures mortifères à cycle long. Non seulement c'est des cycles longs, mais ce sont des produits qui ont pour destination l'exportation. L'exportation, cela veut dire que ce ne sont pas des produits consommés localement. Or, nous avons des problèmes de plantain, nous avons des problèmes de macabo, nous avons des problèmes de nos denrées alimentaires qui font partie de notre alimentation qu'il faut résoudre. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a matière à, comment dire ça, pour l'État du Cameroun, de s'impliquer davantage dans l'accompagnement de ces agriculteurs-là, non pas en finançant ce que je vois et ce que j'observe dans mon environnement, parce que moi je suis désormais plus proche, n'est-ce pas, des terres agricoles que du béton ou du goudron. Donc quand j'observe autour de moi, je constate que l'État est plus prompt à soutenir la culture des palmiers, celle du café et du cacao, plutôt que la culture du plantain, du maïs, qui rentre en fait dans notre alimentation et qui nous aiderait à résoudre beaucoup de ces problèmes-là. Voilà. Marie, sur l'import-substitution. Je voudrais revenir déjà sur un certain nombre de choses. Je suis de la diaspora qui la revendique et assume. Je voulais revenir sur ce que la dame a dit à côté de moi. Les gens de la diaspora aussi ont des classes sociales en fonction de leur SMIC. Et c'est un ratio, ce n'est pas le nombre d'argent en valeur absolue. S'il y a des SMICards, il y a aussi des gens qui ont des millions, comme au Cameroun, madame. Donc du coup, un Camerounais lambda peut décider que, ou alors sa bourse ne lui permet pas de payer ce qu'on lui dit, au même titre que le Camerounais qui est ici. C'est peut-être pas l'Eldorado, mais au moins il y a des protections sociales qui sont claires. On va arriver à l'assurance maladie tout à l'heure. J'ai hâte qu'on y arrive, y compris parce que c'est mon domaine. Mais au moins, il y a des protections sociales là où nous venons, SMICA ou pas, on en bénéficie. Quand j'ai fini de dire ça, Dipita, j'aime beaucoup les chiffres. Je veux revenir à la question initiale qui peut-être était pourquoi, moi quand quelqu'un explique trop quelque chose, cette loi des finances, je suis au Cameroun depuis 5 jours, avant d'arriver ici, tout le monde parle de ça, tout le monde veut expliquer. On m'a donné un document, le budget écolier, je ne sais pas comment ils appellent ça, condensé, où il y a des emojis pour expliquer à monsieur tout le monde. Moi, je me dis, quand on commence à vouloir trop expliquer quelque chose pour l'adhésion de la population, comme madame a dit, c'est pas clair. Parce que ce qui s'énonce facilement, se comprend aussi facilement. Ben, quand on commence à vouloir l'adhésion de la population et expliquer, non, moi je me dis, il y a beaucoup de problèmes. Et le premier problème que je vois, moi je viens d'un pays qui a été durement touché par Covid, là on voit comment ça se passe en Europe. Le réflexe des gouvernements, c'est d'alléger les populations, ils ont souffert. Il y a l'inflation, mais les gens ne sont pas en train d'asphyxier leur population parce qu'il y a l'inflation. Ils sont en train de trouver des solutions pour alléger la population. On voit le contraire dans notre pays où 75%, plus de 75% de notre budget, c'est les taxes. Plus de 75%. Quand on regarde la répartition, j'ai devant moi 75,4% taxes fiscales et douanières. C'est prélèvement direct dans nos poches, là, nous tous autant que nous sommes. Alors qu'on vient de... emprunt dans le budget, c'est plus de 4 000 milliards. C'est le premier émoticône que je vais regarder, les chiffres. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut toute la journée, mais les chiffres, ça ne ment pas. Ça veut dire que l'État a décidé que malgré les 2-3 années de Covid, l'inflation, parce que même le riz qu'on mange au Cameroun n'est pas produit au Cameroun, il vient de l'extérieur. Donc, en plus de tout ça, nous, les pauvres citoyens, on doit encore saigner pour le budget de l'État. Moi, je trouve que c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est le contraire. Les États essaient d'alléger les populations parce qu'ils savent qu'ils ont subi. Et nous, le nôtre, ils essayent de faire différemment. La deuxième chose, qui est la répartition du budget. Comment, quand ils ont fini de récolter tout cet argent, comment ça se dépense? Je constate que le gros, c'est pour payer les dettes. 27% de tout cet argent, c'est pour payer les dettes. Comment on en arrive là où un pays, moi peut-être je ne suis pas économiste, hein, les économistes vont me reprendre même demain quand ils vont voir l'émission, peut-être ils sont en train de commenter, où on ponctionne littéralement une population qui a passé 3 ans de Covid dans un monde où l'inflation est énorme.
on pensionne pour aller payer les dettes. S'il n'y a pas moyen aujourd'hui dans ce monde de dire à ceux à qui on doit de l'argent, laissez-nous un peu respirer, on va développer l'industrie, on va développer X, Y, Z. Et je finis avec l'agriculture. On est en train de parler de l'agriculture, c'était très passionnant. Et je sais grâce à la dame d'avoir dit à un certain moment qu'on privilégie les cultures d'exportation par rapport aux cultures locales. Quand j'ai essayé de regarder un peu, je me suis dit, mais toutes ces exonérations-là, mais finalement, ça va à qui? Aux petits agriculteurs de mon village qui cultivent son manioc, à l'échelle de vendre aux Bayam Selam qui vont revendre, aux moyens ou alors à ceux qui ont des palmeraies, des plantations de palmiers à Kribi. Mais ce n'est pas pour les Camerounais. Et en général, ce sont pas des groupes parapublics ou alors étrangers. À un moment donné, on se demande, oui, l'agriculture, mais quelle est la spécificité? Qui va bénéficier et comment ça va arriver au niveau de la population pauvre? Et là, moi, perso, je n'arrive pas encore à comprendre. Et Dieu seul sait que j'ai essayé de comprendre comment ça va être reparti. Ou le Camerounais lambda, quand il va se lever le matin, il va se dire, le maïs que je vais acheter, parce que je suis d'accord, le blé, c'est pas un produit de première nécessité, même si on fait beaucoup de choses avec, mais c'est le maïs, le manioc, qu'on mange tous les jours, on fait le bâton de manioc avec, et tout, qui pour nous est plus important que d'aller acheter du pain. On ne produit pas de blé. Donc peut-être l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture, entre autres. Mais c'est ce que je veux dire, le ministère de l'Agriculture, finalement, quand il l'augmente, et quand on va dans les détails, madame l'a dit tout à l'heure, et je dis encore, je lui sais gré, c'est finalement pour les cultures d'exportation. Le manioc est cultivé à échelle, il y a des gigs, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on puisse savoir de manière détaillée, peut-être moi je n'ai pas encore fait le job de regarder toute la loi des finances, qui est exonéré de quoi, et le petit exportant qui fait le manioc, qui est notre, qui ne mange pas le bâton de manioc tous les jours. Mais lui là qui produit le manioc, à quel niveau, s'il n'a même pas de structure, il est dans l'informel? Ça arrive comment? Mais ce qui est sûr, la société qui a l'EVA à Kribi ou lui, il sait, il est structuré, c'est pour l'exportation, il va bénéficier de ces exonérations. Et finalement, on a l'impression que tout ce qui est fait pour exonérer, même dans ce sens de l'agriculture, ça va toujours aux riches. Ça va toujours à ceux qui sont structurés et organisés. Et finalement, le citoyen lambda, qui lui, il nous produit les produits de première nécessité, le manioc, le plantain, le maïs, il n'arrive pas à capter ce que l'État lui donne, entre guillemets. Et moi, c'est ça qui me cause problème dans cette euphorie de l'agriculture qui a augmenté, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va arriver aux grands-mères du village qui passent leur temps à cultiver ce qui nous sert tous les jours. On va ressortir par deux questions, d'abord à Christian Patrick et puis à Marlys derrière. Alors, entre autres innovations, il y en a deux principales. Il y a la création d'un compte d'affectation spéciale pour le soutien à la reconstruction des régions en proie à la crise. Ça, c'est la première. Le compte va bénéficier de 15 milliards de francs CFA. Et puis l'autre, c'est l'introduction d'une annexe spécifique portant sur les risques budgétaires. Il est donc prévu la révision du cadre juridique relatif à la mobilisation de certaines recettes de services. Alors, cet accent sur la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest notamment et de l'extrême nord, des zones, on le sait, riches en ressources du sous-sol. Vous, comment vous l'appréciez? Une volonté de relancer rapidement la production dans ces zones-là? Bon, écoutez, député, vous savez, la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, elle ne date pas, en tout cas la volonté, le discours politique, il ne date pas de cette loi de finances. Donc un certain nombre de mécanismes sont mis en place comme ces comptes d'affectation, mais sous une autre forme, ils existaient déjà, avec un certain nombre de dotations particulières par rapport à la reconstruction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais vous me permettrez quand même de dire que les choix que nous faisons, notamment les choix économiques, les politiques publiques, impactent et se font ressentir dans l'exécution ou la mise en place des projets de loi, n'est-ce pas? Et ensuite même des lois qui sont adoptées, comme la loi des finances. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la vision qu'on a dans notre loi des finances.
Et moi, je ne vais peut-être pas avoir le discours des politiques, mais je vais quand même dire que c'est grave de savoir que, et je le disais dans mon propos liminaire, que les proportions qui sont attribuées, n'est-ce pas, aux taxes, à la fiscalité dans notre budget, sont quand même alarmantes. 75%. C'est-à-dire, avant de rentrer dans les détails, lorsqu'on a une cartographie, même visuelle, n'est-ce pas, de la répartition de ces collectes, on peut se dire qu'il y a un problème. Lorsqu'on a une proportion fiscale et de taxation qui est aussi élevée, ça fait problème. Le problème n'est pas de payer ses dettes. D'ailleurs, on le dit, qui paye ses dettes s'enrichit. C'est tout en l'honneur d'un pays, et notamment même sa crédibilité, de pouvoir payer ses dettes. Mais quand on se rend compte qu'on paye ses dettes à travers cette taxation-là, et qu'au finish, on se dise que dans la démarche, la loi de finances présente maintenant le fisc comme étant une véritable épée de Damoclès. Au lieu de diversifier les possibilités de taxation, on augmente la pression. Et lorsque vous augmentez la pression, vous favorisez la délinquance et l'incivisme fiscal. D'ailleurs, on l'a dit ici, l'économie majoritairement est dans l'informel. Donc ça veut dire qu'il y a une minorité en principe qui participe à l'effort. Et tant qu'on n'a pas un discours et une éducation qui fasse comprendre à la population, au Camerounais lambda, que le paiement des taxes participe de la contribution collective au développement commun. Et lorsqu'on ne fait pas bon usage de cette collecte pour que ce Camerounais lambda se rende compte que près de chez lui, il y a un certain nombre d'infrastructures, de facilités, de protection sociale qui lui donnent l'énergie et le courage nécessaires d'aller volontairement contribuer dans le fisc, il y a un problème. Donc, à la base, avant d'arriver sur les chiffres qu'on a aujourd'hui, parce que la loi des finances qu'on évoque aujourd'hui, je suis certain qu'il y a un an, on avait pratiquement le même discours sur les orientations qui étaient prises par rapport à la précédente loi des finances. Et moi, j'ai eu le plaisir, il y a quelques 5 à 6 années, de participer avec des cabinets dans l'explication, justement, de la loi des finances dans un certain nombre de structures parapubliques. Et je peux vous assurer que d'une année à une autre, avec des variations de chiffres, peut-être d'autres niches qui sont décelées, parce qu'on a l'impression que, justement, le problème à chaque loi de finances, c'est de dénicher des segments vers lesquels on va davantage accroître la pression. Est-ce qu'on ne peut pas, dans cette dynamique, réussir à rendre le Camerounais responsable? Je ne vais pas évoquer le thème nationalisme pour dire qu'il faut que les Camerounais se rendent compte qu'en contribuant ainsi, ils participent. Mais quel est l'élément et l'argument qui permet aujourd'hui à un Camerounais de se lever volontairement sans avoir l'intention de tromper le fisc dans sa déclaration ou dans une activité qui est informelle et de se dire que voilà mon effort collectif? Vous savez que ce soit ici ou ailleurs, personne n'est jamais content de voilà, personne n'est jamais. Mais il faut des incitations. Il y a des pays où les gens déclarent. C'est à ce niveau que le discours. Oui, parce que si vous ne déclarez pas la sanction. Il y a quand même. Si vous ne déclarez pas la sanction, fiscale partout dans le monde. Voilà. Il faut des incitations. La fraude fiscale, la délinquance fiscale. Non, pas forcément la fraude, mais les fautes. Elle n'est pas une particularité du Cameroun. On ne parle même pas de fraude, on parle d'évasion fiscale. C'est même pas une fraude. Et ce que nous voulons on ne les capte pas. Et ce que nous voulons faire, nous devons le faire en intégrant, oui, on est d'accord, mais des proportions en différentes. donnant des arguments à chaque Camerounais de faire le maximum tout au moins. En lui donnant l'assurance maladie déjà. Maintenant, pour terminer, il y a des symboles qu'on renvoie dans des processus, dans des orientations comme celle de la loi des finances. Vous savez, vous allez expliquer à un Camerounais lambda qu'il y a des avantages dans cette loi des finances. Encore qu'on le disait, il y a de véritables avantages, des exonérations, des rabattements, ça il faut le reconnaître. Mais le problème c'est de savoir à qui profite. Parce que même cette subvention, par exemple sur le carburant, finalement, lorsqu'on dit on va la lever, parce que ceux qui le consomment, c'est ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui font. Mais à la fin, ça va se répertorier sur le transport commun et le Camerounais lambda va en pâtir. Alors il y a des symboles qu'on envoie. Si dans une loi des finances, sur 10 mots ou sur 10 interventions, vous avez 9 qui vous parlent, par exemple du timbre fiscal qui est passé du simple. 50% de plus. Vous voyez, c'est ce qui va rester dans l'esprit de nos compatriotes. Et voilà des éléments qui ne facilitent pas l'adhésion à une orientation comme celle-là, qui pourtant est conçue et doit être conçue pour... Donc il faut davantage expliquer. Au-delà de l'explication,
il faut choisir, il faut éviter de toucher des segments sensibles qui restent dans la mémoire collective comme étant un moyen de répression et un moyen de réduction de la marge de manœuvre des Camerounais. Malise Rose, sur les enjeux d'injecter davantage les financements dans les zones sinistrées et puis avec, on le sait, de l'ambition de relancer la production. Ce sera la dernière question sur le sujet. Oui, mais avec ta permission, je vais accompagner Jeanne Soga dans ce qu'elle nous a partagé tout à l'heure. Effectivement, j'ai eu à échanger avec monsieur le ministre Louis-Paul Motazé au Parlement concernant la corrélation qu'il y aurait entre le niveau de revenus des fonctionnaires ou des agents de l'État et la corruption rampante et la maltraitance des personnes, parce que tout le monde le sait, quand on va dans un hôpital, c'est vrai, il peut même manquer des médicaments, mais quand vous avez un agent de l'État qui fait correctement son travail, qui a de l'empathie, qui vous accompagne dans votre démarche par rapport à la santé, ça vous soulage. Mais dans beaucoup de services publics, les agents ne sont pas commodes, ne sont pas au service de ce qu'ils appellent usagers, mais que moi j'appelle clients, parce que nous sommes des clients. Mais non, mais pourquoi? Écoutez, je peux comprendre que quand on a perdu les 2/3 de son salaire, qu'on n'arrive plus à s'en sortir avec sa famille, qu'on devienne aigri. Donc, cette étude ne concerne pas que le Cameroun, cette étude concerne l'ensemble des pays sud-africains. Et il a été établi que le niveau de revenu n'est pas adapté, enfin, n'est pas un facteur de motivation, un facteur de productivité pour les personnels. Et du coup, évidemment, ça nous amène aussi vers le SMIC. Donc, à l'occasion de cet échange, monsieur le ministre Louis-Paul Motazé était d'accord avec moi, mais il disait qu'il y a des priorités. On commence par des priorités et finalement, on arrive petit à petit à régler l'importance des problèmes sociaux que nous avons. Il est d'accord qu'effectivement, il y aurait quelque chose à faire parce qu'après le passage des institutions de Bretton Woods, la FMI notamment, il ne reste plus grand-chose. Tout le monde est mort. Les enseignants, les infirmiers, tout le monde. Donc il y a véritablement quelque chose à faire pour rattraper un peu le niveau de salaire. Maintenant, concernant ce que disait docteur, évidemment, chaque pays va adresser ses problèmes en fonction de son environnement à lui. C'est vrai, nous avons tous souffert de la Covid, et je pense que nous avons eu une belle réponse. Et d'ailleurs, j'étais très heureuse le jour où nous nous sommes rencontrés sur un plateau, parce que vous l'aviez reconnu, que la réponse camerounaise n'était pas si mauvaise que ça par rapport à la façon dont elle a été adressée pour, j'allais tenir le coup sur le plan sanitaire, même s'il y avait des petits couacs, hein. Mais grosso modo, on s'est bien battu et on s'en est bien sorti. Maintenant, ça a laissé ça a laissé des bobos, des insuffisances. Il y a des choses à rattraper. Le temps est passé, nous avons perdu 2 années à ne perdre que de l'argent. Et là, maintenant, il faut qu'on puisse tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires. Et ça peut donc avoir un certain poids difficile à supporter, mais quand c'est bien expliqué et surtout quand les citoyens savent à quoi cet argent va servir, je crois que les gens vont adhérer. Donc l'exercice qui est entrepris actuellement... Allez-y. Oui, j'y vais. Donc, je suis un peu perdue après Nous avons perdu 2 ans. Nous avons perdu 2 ans. Et actuellement, nous sommes donc en train d'élaborer des stratégies pour remonter la pente et relancer notre économie. Ça prend ce sacrifice de plus, mais bien expliqué et surtout en faisant en sorte que les populations soient rassurées de ce que l'argent
qui va leur être prélevé va bien être destiné à la résolution des problèmes que nous connaissons tous. Donc ça, c'est important et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir cela. Et l'exercice de M. Motazé, qui devrait donc, à mon avis, être dupliqué dans différents secteurs, c'est aller rechercher cette adhésion dont parlait Jeanne, avec des explications bien précises. Quand vous dites que c'est aux vendeurs de l'huile de palme ou alors de l'EVA, finalement, que nous accordons plus d'intérêt qu'aux cultivateurs camerounais. Oui, mais en même temps, on ne sait pas ne pas prendre compte de sa situation à lui aussi, parce qu'il a du personnel. Il intervient dans une chaîne économique et sociale qu'on ne saurait arrêter comme ça. Donc, on peut comprendre. C'est un modèle fiscal qui existe, qui est décrit, on exonère. Je voulais juste dire quelque chose, si Dipita me le permet. Allez-y. Je comprends totalement le raisonnement. Et vous avez touché le point sensible de tout ça. Parce qu'on est en train de parler ici dans les plateaux. Le ministre est en train de chercher l'adhésion, en fait, parce que les gens n'ont plus confiance en notre gouvernement de faire ce qu'ils disent avec l'argent qu'ils prélèvent. Je pense que on est en train de tourner autour du pot de la loi fiscale et tout. Si on avait un gouvernement qui, quand il dit on construit le stade Olembe, le complexe sportif de l'Olembe et tout le reste, ça se fait après un an. Il y a des hôtels, moi j'arrive au Cameroun, je vais à l'hôtel qui est au complexe sportif de l'Olembe, je prends ma chambre, je dors parce que je peux me permettre de la diaspora. Je le fais. Donc vous n'avez pas trouvé votre chambre? Pas au Olembe en tout cas. J'étais toujours obligée d'aller au Hilton, pas au Olembe. Ce que je veux dire, c'est que notre gouvernement, quand ils nous disent qu'ils font A, B, C, D, un an plus tard, on constate que même le premier trait de A n'a pas été fait. Je pense que c'est une crise de confiance qui fait qu'aujourd'hui, quand on nous demande un effort supplémentaire, je vais vous aider, après Covid, il n'y a pas eu que eu Covid. Il y a eu la guerre en Ukraine avec l'inflation partout dans le monde qui a eu ses conséquences en Afrique, qui a encore empiré la situation. Donc, il y a effectivement des choses qui font que c'est normal qu'un gouvernement demande plus d'efforts à ses concitoyens. D'accord, on va rapidement sortir de ce sujet. Sauf que notre gouvernement n'est plus digne de confiance à cause de ces petits couacs-là qui font que aujourd'hui, quand on nous demande de l'argent pour contribuer, on sait que ça va aller dans les poches des plus riches. D'accord. Et on sait que ça va aller dans des circuits illicites qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ça qui nous pose problème. Je rappelle néanmoins qu'il y a des politiques désinflationnistes qui sont mises sur pied autour de ce... D'ailleurs, elles sont sous-régionales, CEMAC, pour que ça pèse moins sur Patrick. Moi, je voudrais apprécier la pertinence et la capacité, justement, de nos inspecteurs, notamment à la Direction générale des impôts et du budget, à rechercher les niches pour la collecte. Oui, il y a un talent fou de ce côté-là. J'ai quelquefois eu l'opportunité d'être en compagnie de ce que je peux appeler de la crème dans la capacité qu'ils ont à retrouver ces niches. Mais lorsqu'on cherche à rentabiliser le trésor public, tel que cela est présenté, c'est l'objectif principal dans cette loi de finances, avec le taux qui est fixé pour les taxations et les collectes, on peut se dire que ces mêmes possibilités de trésor, on peut les retrouver ailleurs. Le dernier rapport de la CONAC, vous voyez combien de fois l'État perd à travers des actes de corruption qui sont ciblés, reconnus. Les scandales à répétition qu'on a autour des lignes 94 et j'en passe. Voilà autant de possibilités qui peuvent permettre, avec un peu plus de rigueur, ou peut-être de nouvelles orientations dans la gestion de ces portions-là, de réduire cette pression fiscale qu'on impose. Parce que, d'une partie, le revenu des Camerounais n'a pas augmenté, mais de l'autre, la pression fiscale est pratiquement doublée. C'est dans cela qu'il y a certainement problème. J'ai la question. Oui, alors, peut-être que j'ai un regard sous un prisme totalement différent. Moi, les discours anxiogènes qui consistent à dire que tout va mal, que le Cameroun est un enfer, etc., j'en ai ras la casquette, pour dire la vérité. Parce que l'incivisme fiscal, il naît en 1990, et c'est du fait de l'opposition qui lance le mot d'ordre d'incivisme fiscal pour mettre à genoux le pouvoir en place. Ça, je fais partie de ceux qui ont signé ces mots d'ordre-là, et j'assume ça totalement. On ne va pas dire donc que l'incivisme fiscal
fiscale est née dans les années 2000. Ce n'est pas vrai. C'est depuis 1990 et nous devons assumer cela. Ce que nous disons maintenant, c'est que ce que vous dites, oui, 75% des revenus du budget sont des impôts. Ben, ils devraient venir d'où? De la planète Mars, des dotations étrangères. C'est justement parce que nous voulons nous désengager de cette dépendance de l'étranger qu'il va bien falloir chercher les niches. Toutes les niches ne sont pas encore découvertes. On découvre dans cette loi des finances que, enfin, au Cameroun, on peut demander à des employeurs une redevance, de payer à des employeurs qui sollicitent le visa de travailleurs étrangers qui veulent faire venir au Cameroun le paiement d'une redevance. Enfin, tous les pays du monde le faisaient, sauf le Cameroun, parce que nous sommes une sorte de paradis qu'on veut créer dans l'esprit des gens. Alors, le discours anxiogène qui consiste à dire que tout est mauvais, ça ne marche plus, parce que la conséquence est effectivement le manque d'adhésion. Il n'y a pas que les problèmes de corruption, il n'y a pas que les problèmes de la ligne 65 et 94. Encore que je commence à m'intéresser au sujet, parce que je veux savoir comment on fait pour y accéder, parce que c'est tant qu'à faire. Tout le monde va. Vous n'y êtes pas, hein? Pas encore. Je ne savais pas que ça existait. C'était pour détendre un peu la douceur, pour dire que, en réalité, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que ces scandales existent. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'il y ait ces choses-là et qu'on ne les dénonce pas. Le fait que cela émerge me rassure plutôt. Ça veut dire qu'il y a effectivement des mécanismes qui font que ces choses-là ne puissent pas perdurer. Elles peuvent exister pendant un moment et puis finalement elles sont mises en lumière. Les gens sont sanctionnés. On voit bien que des milliers et des milliers de fonctionnaires et de non-fonctionnaires, m'a-t-on dit, sont interpellés, convoqués pour être entendus sur ces faits-là. Je suis, moi, pour ma part, convaincu de ce que ça participe à la vie sociale d'une nation. Si ça n'avait pas été dénoncé, si on avait fait le blackout sur la question, ça m'aurait plus inquiété. D'ailleurs, je voudrais rappeler que ce que nous reprochions au scandale Covid, ce que nous reprochions aux fameux 3 000 milliards pour la CanGate, etc., il s'est avéré que ces choses-là étaient de pures inventions parce que justement, l'État a pris la responsabilité de dénoncer ce qui devait être dénoncé pour permettre aux populations de se rendre compte effectivement de l'étendue des dégâts lorsqu'il y en a eu, et ou alors de ce que les choses qui étaient rapportées étaient plus des fake news qu'autre chose. Donc, en réalité, ce que nous devons faire, ce que je pense pour ma part, que ce que le citoyen camerounais devrait faire, c'est considérer ce que monsieur a dit tout à l'heure, considérer que l'apport qu'il donne, c'est-à-dire en payant ses impôts, il participe à l'effort national de développement de son propre pays, parce que personne ne viendra le développer pour lui. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire, c'est que moi, le Covid a bon dos. Personnellement, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la réponse camerounaise à la problématique du Covid. Et je ne suis pas peu fière, je dois le dire, parce que je suis pas une binationale, je suis camerounaise, c'est un choix que j'ai fait, mais j'ai un parent qui est russe et qui a partagé avec moi la pression que cela a représenté de gérer le Covid dans son pays. Eh bien, je peux dire que je suis très fière de la réponse que nous avons donnée. Je suis très fière de la participation des Camerounais parce que cette fois-là, la population a adhéré, a compris que son intérêt, si elle voulait survivre, était de se prendre en charge. Alors, si nous pouvions le faire pour le Covid, nous pouvons le faire pour l'agriculture, nous pouvons le faire pour tout le reste. On passe à notre sujet, on va prendre la transition, on parle en quelques mots des sénatoriales et puis derrière on finira avec la CSE. Transition. Si nous faisons encore des sorties comme ça. Ce sera donc le 12 mars prochain, selon une décision du président de la République, qui en a d'ailleurs la responsabilité. Il est question de composer la première chambre, la chambre haute, comme il se dit, du Parlement camerounais, 100 sénateurs à renouveler, dont 70 élus et 30 désignés ou alors nommés par le président de la République. Le collège électoral est composé des membres des conseils municipaux et régionaux. Jean Tsoga, vous gardez la parole. La question principale que l'on se pose, c'est mais finalement à quoi ça nous sert cela? Je veux dire, je vois un peu Marie Bagaï, qui c'est peut-être Patrick Christian, qui disait tout à l'heure, il y a de l'argent qu'on peut économiser, pourquoi dépenser autant à quoi nous sert le Sénat? Je ne parle pas encore à l'élu. À quoi nous sert le Sénat, Jeanne? Les enjeux de cette élection. Moi, je pense que d'abord, la première chose à faire, c'est d'abord d'expliquer à quoi sert le Sénat, quelles sont les missions du Sénat. Le Sénat a une mission de représentation des collectivités décentralisées. Nous sommes dans une phase où nous avons besoin du Sénat du fait des missions qui lui sont imparties.
Et pour moi, à ce niveau-là, c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Parce que, contrairement à ce que les gens veulent penser, il y a des problèmes dans les régions qu'il va falloir résoudre. Je prends la région du littoral parce que c'est celle dans laquelle je vis. Et ces problèmes-là sont de plusieurs ordres. Il va bien falloir que le Sénat s'y penche. Il y a des problèmes fonciers qu'il va falloir résoudre. Il y a des problèmes... Ah bah oui, il y a toutes sortes de problèmes. Et ces problèmes-là font partie de la vie des citoyens. Ces problèmes-là ont des conséquences gravissimes sur les vies des familles, des Camerounais, etc. Il faut donc quand même qu'un organe... Il s'est trouvé qu'au Cameroun, l'organisation est faite de telle sorte que la Chambre haute s'en préoccupe. Eh bien, c'est le moment de s'en préoccuper. Il y a aussi une autre mission qu'on a tendance à... à diluer, c'est celle d'apporter les amendements, d'adopter les lois en deuxième ressort. Et je pense que les paliers de sécurité ne sont pas assez nombreux, parce que dans un contexte politique camerounais, comme celui dans lequel nous vivons, où l'Assemblée nationale est... on va dire à 99% RDPC ou assimilé, il faut bien que, quelque part, il y ait un autre organe de contrôle qui atténue, on va dire, les effets des lois qui peuvent s'avérer être ingrates. Donc je ne vois pas, en réalité, pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause l'existence du Sénat. C'est pas en le remettant en cause qu'on résoudrait les problèmes financiers ou économiques que nous avons. Personnellement, je suis un peu réservée quant à l'approche qui consiste à dire que oui, c'est un organe qui nous coûte cher. Il nous coûte cher plus que quoi? Plus que l'évasion fiscale, plus que l'incivisme fiscal, plus que le secteur informel qui grossit à vue d'œil tous les ans. Il est plus ou alors moins efficace que quoi exactement? Donc voilà. Justement, Patrick Christian, l'autre question derrière l'intérêt de ce Sénat, c'est quand on regarde le collège électoral, plus que majoritairement constitué des conseils municipaux du parti au pouvoir, le RDPC. Je rappelle d'ailleurs que pour l'instant, le Sénat sortant comprend 93 sénateurs RDPC contre 7 de l'opposition, essentiellement SDF, sur les 100. Donc l'autre enjeu, c'est de se demander, tant qu'à faire... le collège électoral est essentiellement composé du RDPC. D'ailleurs, les sénateurs SDF, c'était plutôt pour l'essentiel des sénateurs nommés. Donc, le président a essayé de faire un jeu d'équilibre. Là, c'est la dimension politique de la question. Alors, au-delà de la dimension politique, moi, tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de Mme Sogassio sur la question. C'est vrai que le débat sur la qualité budgétivore ou la nécessité du Sénat a toujours fait l'objet de beaucoup de divergences. Certains nous ont d'ailleurs même pris des modèles comme ceux du Sénégal, pour nous rappeler que à le faire long feu, le Sénégal s'est rendu compte, comme dans le débat chez nous, que voilà, on pouvait se passer du Sénat. Le problème n'est forcément pas... Le problème n'est forcément pas de savoir s'il faut le garder ou pas. Le Sénat, il relève de la Constitution de 1996, c'est-à-dire qu'il a été implémenté environ un peu plus de 20-25 ans après qu'il est décidé. Entre 25 ans, beaucoup de choses se sont passées dans l'environnement socio-politique, n'est-ce pas, de notre pays. Et aujourd'hui, on peut encore, je commence par des points qui pourraient fragiliser la nécessité du Sénat, on peut encore se poser la question en matière de représentativité, de savoir quelle serait la pertinence du Sénat dans une configuration où on a déjà des régions, des présidents de régions. Peut-être on nous dira que d'un côté, on a l'exécutif avec les régions et que le Sénat reste dans la forme législative. Là encore, quand on regarde la configuration politique de notre pays et la prédominance du parti au pouvoir, notamment dans la chambre basse et la chambre haute, quel est le filtre qu'on s'attendrait vraiment à avoir au niveau du Sénat, alors qu'on sait très bien que dans ce qu'on appelle la discipline du parti, n'est-ce pas, la solidarité du parti, on aurait quand même, dans bien des cas, du mal à croire que la chambre basse, ayant légiféré et ayant même droit de citer, parce que le Sénat peut apporter son avis, mais il ne peut pas modifier. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la nécessité de garder le Sénat. Mais alors, ce n'est pas la présence du Sénat. Ce n'est pas la présence du Sénat en tant qu'institution qui fait problème. Toutes ces institutions peuvent avoir leur place. Peuvent même avoir, j'ai envie de dire, un champ de compétences défini. Mais le problème, c'est la capacité de ces institutions, en l'état actuel,
à démontrer qu'elles impactent véritablement le quotidien des populations. Le Sénat, en termes de représentativité, de présence et notamment de défense d'intérêts des régions, est-ce qu'aujourd'hui le Camerounais lambda et même moyen, parce qu'on va se dire que la majorité de nos populations parfois sont illettrées, mais je veux dire même le Camerounais qui a la capacité de comprendre la nécessité, le fonctionnement du Sénat, est-ce qu'aujourd'hui il peut se dire que ce Sénat-là impacte son quotidien, tout au moins dans ses actions, tout au moins dans les actes qui sont posés. Et c'est ça la question fondamentale. Comment faisons-nous pour que ce Sénat-là, il impacte au quotidien, ou tout au moins par les grandes orientations qui donnent la vie de nos compatriotes? Je reviens sur la question, mais en vous posant d'abord une préalable. Attendez, donnez-moi une seconde. Moi, je voudrais quand même réagir à ce que monsieur vient de dire. Pour dire, vous savez, on connaît des pays que je ne vais pas citer, où l'Assemblée est majoritairement tenue par l'opposition, mais la minorité fait passer des lois. Donc, ce n'est pas tant le nombre de députés qu'une formation politique a ou pas. C'est, comment dire ça, le fait que les échanges au sein de cette institution-là permettent au public de comprendre quels sont les enjeux. Et personnellement, moi, qui suis politique, on va dire, depuis un certain nombre d'années, probablement pratiquement 40 ans, je peux vous dire que la véritable pression nous vient du citoyen lambda, qui ne siège pas du tout à l'Assemblée. C'est de là que nous vient la véritable pression. Parce que lorsque le citoyen lambda se saisit d'une question, parce qu'il a entendu parler, parce qu'il y a eu une retransmission d'un échange à l'Assemblée nationale. Je peux prendre l'exemple du PCRN qui a des députés et qui pose régulièrement des questions, on va dire, intéressantes à l'Assemblée nationale. C'est le fait de la retransmission qui impacte plus sur le positionnement du gouvernement pour la suite. Ce n'est pas tant ce qui est intéressant. Et donc, pas forcément le Sénat. Pas forcément le Sénat. Mais aussi le Sénat. Et dans le cas d'espèce, nous évoquons la relation Sénat, Chambre haute et Chambre basse. Nous avons vu le ministre Moutazé passer devant les sénateurs. Et nous avons vu comment cela a impacté l'opinion publique. Toutes ces institutions jouent un rôle précis. Et ont leur place dans l'organisation de la nation camerounaise. Le PCN participera-t-il à cette élection? Avant de revenir, je vais reprendre. Pour moi, c'est la question préalable, en fait. Oui, non, je reverse. D'accord, je vous laisse faire. Non, monsieur a un super bon point. Le Sénat fait partie des choses qui font que les Camerounais ne veulent pas payer les impôts. Mais vous êtes péremptoire, même si je peux comprendre. Mais si moi je vis au Cameroun que je vais faire l'évasion fiscale, à cause du Sénat, je fais l'évasion fiscale, je ne paye pas. Non, je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous encourager. Non. Je m'explique. Quand un Camerounais pense que... Parce que la dame a utilisé un verbe tout à l'heure qui était très intéressant, un temps futur. Ils vont. 3 mandatures, on est toujours à aller. On n'est pas en train de dire, depuis 2 mandatures, voilà le bilan du Sénat. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Quand on est en entreprise, on est en train de faire le budget aujourd'hui. On a un budget. On finit en fin d'année, on se demande ce que notre budget a fait, quels sont les revenus que l'entreprise a eus. 2 mandatures, les revenus du Sénat, c'est quoi? L'impact. Non, je parle en termes de business. Maintenant, vous allez parler d'impact, c'est-à-dire social. L'impact du Sénat. Pas du business. Non. Le Sénat, Madame, c'est pas le business, mais tout c'est business. Le Sénat doit servir. Il a parlé d'impact, ça c'est dans les sciences sociales. En sciences business, on parle de revenus. L'impact du Sénat dans le citoyen lambda. On fait micro-trottoir. Au marché de mon village à Ezeka, on demande à tous les citoyens qui sont au marché. Et ça, ce n'est pas du populisme? Je ne parle pas de populisme parce qu'à la fin de la journée, la dame l'a dit, c'est la population qui impacte. Elle a parlé du PCRN. On a 5 députés à l'Assemblée nationale. Mais quand l'honorable Cabral vient avec un sujet et que nous, on le relaie sur les réseaux sociaux jusqu'à nos en bas, les gens en parlent. Là, j'ai la raison. Ce qui est là, c'est la population. Et tu fais un micro-trottoir, tu demandes aux gens quel est l'impact que le Sénat a eu pendant les 2 mandatures qui ont été là dans votre vie. Si vous voulez, on fait ce suivi et puis on fait une collecte de fonds pour aller faire ça, on voit ce que ça va donner. Moi, je le dis, j'ai recommencé par là. Le Sénat fait partie des institutions qui font que quand un Camerounais réfléchit à payer ses impôts pour qu'on paye des fonctionnaires qui n'ont pas d'impact dans leur vie, ils se disent mieux vaut que je ne le paye pas. Maintenant, pour revenir, ça va être paradoxal, mais le PCN va
participer, autant que faire se pourra. Ce qui est sûr aujourd'hui, nous avons une commission qui a été mise en place pour identifier les différentes candidatures qui pourraient être faites au sein du parti pour essayer de participer. Mais la raison pourquoi on participe, le Sénat tel qu'il est fait aujourd'hui participe justement au pouvoir des collectivités locales décentralisées, parce que ce sont les conseillers municipaux et régionaux qui votent, c'est au moins 70%. Je vous rejoins que quand 30% sont votés par le président de la République, on sait qu'ils sont nommés, excusez-moi, par le président de la République, on sait ce qui va se passer. Mais au moins, sur le jeu politique, parce que nous, contrairement à d'autres partis politiques, le PCRN, dès le début, on a accepté de jouer le jeu de la décentralisation, c'est-à-dire aller aux élections locales, municipales et législatives. Les élections, on est même allé au régional, on n'a pas eu de conseillers régionaux, mais c'est une continuité et comme nous sommes dans la cohérence, vous y serez, d'accord. On y sera, mais ça ne veut pas dire que nous pensons que c'est une institution qu'il faut pérenniser. Dans notre projet de société, nous, on veut le remplacer parce qu'on appelle la chambre des sages, c'est-à-dire des chefs traditionnels, religieux, qui vont siéger pour être des guides un peu spirituels, religieux et puis traditionnels du pouvoir, mais sans être aussi budgétivores. Entre 2013 et 2018, pour le Sénat, il était question de mettre en place les lois qui entourent la décentralisation, donc le Code des collectivités territoriales décentralisées, qui est l'épine dorsale de cette décentralisation. Il a permis un encadrement juridique de la décentralisation et du développement local. Et pour le deuxième mandat, donc 2018 jusqu'à le mandat finissant, il a été principalement question de la mise en route des collectivités territoriales décentralisées, parachevant le caractère unitaire décentralisé du Cameroun avec les premières élections régionales en 2020. Donc, durant les deux mandats, les mesures et lois favorisant la bonne marche de la décentralisation. Vous avez ce sentiment-là. Voilà en deux mots le bilan rapidement résumé des deux mandats. Oui. Ce qui est gênant souvent, c'est quand on demande à des personnes qui ne sont pas outillées, qui ne sont pas documentées, de faire des évaluations, comme Dr Baga qui vient de faire son évaluation et qui arrive à la conclusion que le Sénat n'est pas utile. Je crois que... Non, mais je ne veux pas vous laisser dire que je dis que le Sénat... Je dis ceci. Il a parlé d'impact, moi j'ai fait je dis ceci. Il peut être utile. Peut-être c'est dans leur bureau, leur utilité, ils sont dans leur papier. Je ne mets pas en question l'utilité. Mais je dis, dans la vie, STV peut organiser un survey. Allez-y dans mon village. Allez-y dans les villages. Vous demandez aux citoyens lambda l'impact que le Sénat a eu. En fait, il n'y a pas de perception. La perception, elle manque. Parce qu'il n'y a pas l'information. Il faut donc la donner, mais à ce jour... vous êtes un parti politique, vous pouvez très bien vous investir dans votre territoire. Pourquoi je vais m'investir, aller défendre votre pays, madame. Non, mon pays, mais pas mon parti politique. Non, mais attendez, le Sénat du Cameroun n'est pas le Sénat du RDPC. Il y a combien de pourcents de membres du RDPC dans le Sénat? Peu importe. Il y a combien de pourcents de... Et c'est pas peu importe, madame. Attention, pas tous à la fois. Pas tous. Le jour où je vous ai dit que le PCRN... Permettez que je reprenne la parole. Oui. Non, je voulais qu'on soit clair. Non, vous n'êtes pas clair du tout. Je suis claire sur ce que j'ai dit au moins. Sur ce que j'ai dit et sur ce que je n'ai pas dit. D'accord. Donc, je peux reprendre la parole. Allez-y. Le Sénégal peut prendre l'option de supprimer son Sénat. Cela ne contraint en rien le Cameroun de faire pareil. Le Sénégal a certainement fait une étude pour arriver à cette conclusion. Ou pas. Nous avons fait, avec la loi fondamentale de 1996, l'option d'un Sénat. Ça a pris le temps que ça a pris et nous savions que c'était un instrument important et capital pour conduire la décentralisation. Et nous avons besoin de cet instrument. Aujourd'hui, la décentralisation est là. Mais ce n'est pas parce que la décentralisation est arrivée aujourd'hui qu'aujourd'hui, tout le monde est au fait de ce qui doit se faire et de ce qui ne doit pas se faire. Ça prend des compétences, ça prend des formations, ça prend de la sensibilisation, ça prend de l'information. Et ce travail, le Sénat le fait.
Bon, maintenant, ils sont peut-être pas encore arrivés à Macaque, mais dites à votre ou à Ezeka, dites à Kabra. Bientôt, tu vas arriver dans mon village, on va dites à vos élus. Nos élus ne feront pas le travail du aide. Nous, on va supprimer le Sénat, madame. Tous à la fois. On va le supprimer. À l'état actuel, on ne pense pas que c'est son rôle. On va le supprimer. Excusez-moi, madame. Vous êtes un parti politique, certes. Vous siégez au Parlement du Cameroun. Vous votez des lois qui concernent qui concernent le Cameroun. Bien sûr. Ils ne concernent pas le PCRN. Bien sûr. D'accord. En même temps, vous êtes comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous manquez d'exemplarité. C'est-à-dire que vous tenez des discours rien que pour confondre les gens, mais au moment où on vous voit agir, on se rend compte que vous n'êtes pas loin de la cupidité des autres, de ceux que vous condamnez. Mais c'est ce que vous dites, madame. Voilà. J'attends des faits. Ça, ce sont des supputations. J'attends des faits. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Les faits, je vais vous les envoyer. On revient au débat. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. D'accord. Je parle de Olembe. Ok. Voilà. Il y a eu quoi à Olembe? Vos camarades ont été dans le jeu, non? Quel jeu? Dans le jeu de Olembe. Mais quel jeu? Bon, bref. C'est pas le sujet. Patrick, on revient sur le Sénat. Vous voulez rebondir? Oui, c'est chaud parce que non, mais tu dois... Patrick a la parole. Non, mais pourquoi tu lui donnes la parole? J'ai pas je crois que vous aviez terminé. Non, j'ai pas terminé. En une seconde. J'ai pas terminé pour dire que, pour moi, cette institution a tout à fait sa place. D'accord. Et je serais même d'avis qu'on renforce les capacités du Sénat, parce que cette décentralisation que nous avons tous appelée de tous nos voeux doit être finalisée, implémentée de manière définitive. Et pour cela, on a besoin de cet encadrement, de cette institution incontournable pour l'heure, pour que cela soit fait. Patrick, vous direz le dernier mot sur la question du Sénat. Alors, vous savez, moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de décentralisation et développement local. Vous êtes chercheur là-dessus. Voilà, j'en ai fait un champ de bataille depuis encore un peu plus de 4 ans. Ce que je voulais dire, c'est que la problématique véritable ne s'adosse pas sur la nécessité de maintenir ou pas le Sénat. Pourtant, c'est ce que vous semblez présenter. J'ai posé le problème sur l'efficacité et l'impact de ce Sénat. C'est vrai, en disant que peut-être que ce n'est pas utile. Non. Et en prenant l'exemple du Sénégal. Mais je prends justement l'exemple du Sénégal parce que dans le discours et le débat public, la question de du maintien du Sénat fait débat. Le Sénégal a fait une option, et c'est une option qui sert d'argument à ceux qui pensent que le Cameroun peut se passer. Les États-Unis n'ont pas la même option, et la France non plus, la Russie non plus. Vous pouvez donc vous servir des arguments des États-Unis ou de la France pour dire que ceux qui pensent au Cameroun qu'on va maintenir le Sénat, comme l'honorable fait, ont aussi des arguments. Comme ceux qui veulent le supprimer. Moi, je ne suis pas un politique. Moi, je fais une analyse froide avec des arguments et avec des faits que j'observe ça et là, et avec des éléments de terrain. J'aurais nettement apprécié que vous donniez les deux avis. Mais c'est ce que j'ai fait, vous ne m'avez pas écouté. Si, avec beaucoup d'attention. J'ai commencé par des points qui peuvent fragiliser le Sénat, je l'ai bien dit. Je commence par des points qui peuvent fragiliser le maintien du Sénat, mais après, je suis revenu en vous disant que le problème n'est pas véritablement le maintien ou pas. Et ça, c'est l'analyste qui le fait, en tant que chercheur. Parce que quand nous regardons sur le terrain, quand nous regardons les missions du Sénat, est-ce qu'elles ne sont pas nobles, telles que cela est rédigé? Oui, elles sont nobles. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme enquête pour arriver à la conclusion que l'impact n'est pas suffisant? La conclusion est justement... Et après 2 mandatures, où est le rapport du Sénat? Ils ont fait quoi, on a vu? Vous avez le droit, et c'est normal, en tant que femme politique, d'avoir un certain nombre de perceptions et même de défendre un certain nombre d'orientations qui relèvent de la politique et des propositions que votre parti fait. Mais je vous dis, lorsque vous rentrez sur les questions de développement local, lorsque vous rentrez sur les questions liées justement à la progression de la décentralisation, oui, nous sommes en train de commencer, mais il ne faut pas attendre une éternité pour avoir des signaux. D'accord. Là où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas parce qu'on vient de commencer qu'on ne peut pas, donner des indications pour l'amélioration des applications. J'en suis parfaitement d'accord. Mais ça prend donc des compétences. Et vous voyez, je vais vous rejoindre avec quelque chose que vous avez dit tout à l'heure lorsqu'il s'agissait de la loi des finances. Vous avez
je permets l'expression, une carapace, une organisation, une institution. Je ne vais pas appeler le Sénat carapace, mais je dis une institution. Mais l'institution est là, avec ses missions qui sont même peut-être très nobles. Mais les acteurs. D'accord. Les acteurs, vous le parliez pour la loi de finances tout à l'heure, ceux qui mettent en musique ce que nous devons avoir et attendent d'espérer de la mission du Sénat. Oui. Il va falloir regarder les profils et regarder les mécanismes. Mais la par crise rapport à de leur confiance dont on capacité à parlait, ça qu'on là. attend. Alors, en termes de communication, on sort avec vous. Un dernier mot peut-être. Un dernier mot. Vraiment en une Un dernier phrase. mot pour le rassurer. Pour lui dire que... Peut-être pas moi, nos compatriotes. Non, lui, elle attend le comité des sages. Ça s'appelle quoi? Finissez-moi si j'aurais mon dernier mot. Moi aussi, j'aurais mon dernier mot. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, vous avez parlé des profils. Quand on met sa candidature pour devenir sénateur. Et ça, c'est un autre problème. On vient de tous les profils possibles et imaginables. Sauf que le contenu de la mission requiert des compétences spécifiques Tout à fait. que les gens n'ont pas forcément quand ils arrivent dans leur institution. Maintenant, ils ont passé, ça va être la troisième mandature pour le Sénat, celle qui commence. Ils ont passé 2 mandatures. Je pense que de plus en plus, ils ont acquis ce qu'il leur faut. Avec le risque que ceux qui ont acquis ne reviennent pas forcément. Vous imaginez le renouvellement qui pourrait, et qui arrive même souvent. D'accord, on va prendre le dernier thème. Mon dernier mot sur... Je veux aussi rassurer Honorable. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on se quitte sur ce... Honorable, supprimer le Sénat ne veut pas dire ne pas avoir une institution qui pourrait jouer les mêmes rôles, mais c'est de la reconfigurer. Donc c'est une question de non. Non, pas non. De la reconfigurer et de lui donner un autre contenu. De lui donner un autre contenu que nous estimons ne serait pas redondant avec celui de l'Assemblée nationale et la configuration que nous avons aujourd'hui. 30% des sénateurs sont nommés par le président de la République. Si on va déjà dans une institution démocratique, parce que vous avez parlé de la République, on est tous républicains, avec 30% acquis à un groupe, un parti politique, parce qu'ils ont été nommés, je pense que le jeu démocratique déjà est faussé à la base. Ça, c'est notre conception. On est d'accord qu'il faut une institution supra qui guide le pouvoir, le président national, mais aussi peut valider ou alors contribuer à ce que l'Assemblée nationale fait, mais pas de redondance. Donc, je veux vous rassurer que... Moi, ça me paraît le débat est terminé, on prend la dernière question. Il n'y a plus que 30 minutes. Ça me paraît pas redondant. Une des missions du Sénat qu'il ne faut pas élucider, c'est quand même cette mission principale de maintenir les équilibres et les acquis de notre société. Merci Patrick. Ça, c'est important. Patrick, c'est pour ça que nous veut les doter. 30 minutes pour la CSU. C'est pour ça qu'on veut les doter de chefs religieux traditionnels. Ils sont déjà. Ils sont aujourd'hui en termes de... Il disait tout à l'heure, les profils. Elle a parlé de quelque chose de très bien. La compétence. Marie, merci. Aujourd'hui, on peut... Mais il n'y a pas de compétence de sénateur. Alors, je termine. Il y a compétence de médecin, de pharmacien, d'enseignant. On se retrouve. Moi, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas du tout. Enfin, tous les sénateurs ont un bureau, ont des assistants. Parmi les assistants, mais est-ce qu'il faut dire, pour terminer, exiger que les gens soient diplômés. Non, on n'est pas en train de le dire. Mais on va quand même exiger une certaine... On va demander... Alors, vous prolongez. Nous sommes en train de prendre sur le temps du dernier thème. Mais je voudrais préciser que... Je voudrais préciser que même dans les 30% nommés par le président... Il y a d'autres partis politiques. Pas que les partis, il y a un certain nombre de respects, des questions sociologiques, des questions de la répartition spatiale sur le territoire, des questions traditionnelles, donc c'est pas, et même des questions politiques, donc c'est pas que les militants du RDPC. En le regardant de près, vous d'accord, on prend la transition. À ce Sénat. On prend la transition et puis on revient au dernier thème. Transition. Sauf si, d'accord. Alors, de façon rapide, on l'a dit, le gouvernement entend donc lancer pour ce premier, du moins au cours de ce premier trimestre, la phase pilote du mécanisme de la couverture santé universelle. Sont concernés les accouchements, la prise en charge VIH-Sida, le paludisme pour les enfants de 0,5 ans, la gratuité de la consultation des enfants de moins de 5 ans,
Et plus loin, la possibilité de rendre des séances d'hémodialyse gratuites pour les insuffisants rénaux. Et pour tout cela, une convention a été signée entre le MinSanté et les fonds régionaux de promotion de la santé. Alors, on va peut-être commencer avec l'expert de ces questions-là. Je rappelle que vous êtes médecin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de vos docteurs ce soir. Ça vous parle? Oui, et négativement. Alors, je viens d'entendre un truc. Si on commence un pilote, ok. Quand je venais ici, j'avais élaboré tout un speech et explication sur ce que c'est que la CSU, comment on y arrive avec les targets, y compris le triple milliard de l'OMS, etc. Mais ce que vous venez de dire, du pilote qui commencerait par ce qui est déjà dans la gratuité ciblée me dérange. La CSU, la manière dont ça marche, en fait, c'est que on essaye de faire une quote-part, que les gens cotisent de manière annuelle, on est dans des pays socialistes, ça peut être c'est une somme qui est petite, pour essayer de voir quels sont les soins qu'on peut appeler paquet minimum, qu'on peut offrir à ces individus-là et puis leurs dépendants pour qui ils ont cotisé pendant un certain nombre de temps et on voit si ça marche. Je pense qu'ils sont au stade pilote, d'autres pays sont déjà un peu plus avancés. Mais là où je pense que le truc est important, parce que ces pays qui sont avancés, notamment comme la Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire le rétropédalage maintenant, parce qu'il y a déjà dans notre contexte ce qu'on appelle la gratuité ciblée. Et quand on commence un pilote de CSU par des soins qui sont déjà gratuits, ça me dérange. Les soins de VIH sont déjà gratuits et subventionnés depuis toujours. Donc aujourd'hui, qu'on commence un pilote en ciblant des choses qui sont déjà gratuites par d'autres fonds qui ne sont même pas, qui ne vont pas être dedans, ça me dérange. Le traitement du paludisme de 0 à 5 ans est déjà dans la gratuité. C'est ça. Donc, au moins 50% de ce qu'il a cité, qui serait dans le pilote, ça fait déjà partie de la gratuité ciblée. Les économistes de la santé pourraient intriquer ces deux choses-là, mais aujourd'hui, les pays sont en train de se rendre compte parce que celui qui gère les fonds VIH et qui subventionne ça n'est pas celui qui va gérer la CSU in fine. Et ça crée beaucoup de problèmes de comptabilité parce qu'il faut balancer. Donc, je pense que je sais que ce n'est pas fait à dessein. Non, je ne veux pas aller jusque-là parce que l'éthique professionnelle fait qu'il faut des réserves. On ne peut pas préjuger que les gens veulent truquer des gens à la base, mais je dis que le fait de faire un pilote sur une CSU, le pilote, c'est quand même un projet qu'on veut implémenter. Et je pense que, je vois Dipouti me regarder, le VIH est gratuit. La prise en charge. La prise en charge, au moins les ARV, les consultations et les soins basiques comme le métro et puis les autres, ça a été hautement subventionné. Hautement subventionné. Et ce pilote, moi, je suis intriguée. Donc voilà ma première réaction. Mais au fur et à mesure, on va parler un peu parce qu'il y a quelque chose de très important. Le Cameroun est un peu en retard. Les pays qui sont en avance, mais ça fait une cible triple milliard. L'un des milliards, c'est avoir 1 milliard de personnes couvertes d'ici 2030. C'est l'objectif ODD 3.8. Donc du coup, le Cameroun où nous en sommes aujourd'hui, c'est clair qu'on ne va pas atteindre ce milliard-là. On est d'accord, on est très loin du compte. Mais personnellement, quand je venais ici, les documents que j'ai eus, je ne savais pas qu'on est encore au stade pilote, sincèrement. Parce que les estimations, parce qu'il faut savoir que quand on fait, on finit de compter pour dire qu'au Cameroun aujourd'hui, 500 000 personnes sont couvertes par des soins d'assurance de santé universelle. Ce sont des estimations qui sont basées sur des soins qui sont déjà dans les ciblés, mais pas dans un bucket de CSU. Donc, je suis intriguée. Je veux continuer j'avais vraiment un long speech, mais je suis un peu... Oui, vous êtes en avance sur le process. Patrick Christian d'abord. Vous avez beaucoup travaillé, vous l'avez rappelé, sur les questions de proximité. Voilà, la question de la couverture santé universelle dans notre pays, elle est... J'ai envie de dire que c'est à l'image de la majorité des projets et des intentions que nous avons dans le pays. Nous avons la compétence. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons la compétence. Nous avons même le potentiel.
Mais il y a comme un retard à l'image qui nous est toujours fatal. C'est quand même depuis 2017 que le président a enclenché véritablement, au-delà des intentions, cette question de la couverture santé, en promettant à ses compatriotes qu'il a donné instruction pour que cela soit fait. De 2017 en 2023, nous en sommes au pilote. Je vais passer le nombre de fois où on a reporté le lancement de ce pilote-là. Vous voyez, le dire n'est pas forcément dessiner tout en négatif dans notre pays, mais c'est d'attirer l'attention sur le fait que on ne peut pas de façon continuelle remettre au lendemain ce qu'on a la capacité de faire. Regardez le nombre de médecins, je vais dire en termes de compétences, que ce pays a à l'étranger. D'ailleurs, même pas qu'à l'étranger, même sur le plan local. Non, je refuse même parce que le nombre de médecins que le Cameroun a à l'extérieur est en passe de dépasser le nombre que nous avons sur le triangle national. Vous voyez, nous avons la compétence. Mais maintenant, lorsqu'on parle de couverture santé universelle, il y a un certain nombre d'éléments préalables. On parlera peut-être du plateau technique, de la disponibilité, je vais dire, du personnel soignant. Il n'y a pas que les médecins, n'est-ce pas? Et puis aussi la question du financement, qui est un véritable serpent de mer. Et dans ce financement, il y a certes l'État, il y a les ménages, il y a les partenaires. Le discours aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous avons la capacité de pouvoir financer une couverture santé universelle? Et est-ce que nous avons la capacité de faire en sorte qu'en dehors des principales agglomérations que pourraient être Douala, Yaoundé et quelques-unes, que cette couverture santé universelle soit effective sur l'étendue du territoire? Parce que c'est là le problème. Parce que ceux qui en ont vraiment besoin, c'est ceux qui vivent dans des conditions difficiles. Parce que la classe moyenne, pour la plupart... Et peut-être que la phase pilote va également donc permettre de relever tous ces... Vous voyez? Et donc, la problématique aujourd'hui est de savoir, quand on a pris trop de temps, autant de temps, depuis 2017, où le discours formel du président parlait de ça, et arrivé en 2023, est-ce qu'on devrait être encore en train de faire une phase pilote alors qu'on a pris autant de temps? Moi, il y a des sujets qui sont difficiles parce que j'ai un peu suivi le travail des mutuelles sociales dans les municipalités. Il y en a qui marchent déjà. C'est-à-dire que les mutuelles sociales sont déjà en avance sur le pilote. Tout à fait. Quand vous allez à Douala 5e, il y a une mutuelle sociale qui fonctionne, qui est soutenue par la mairie de Douala 5e et par l'ancien sénateur Mbassandine. Les personnes cotisent, je pense, 1 000 francs par mois, 12 000 francs par an, et peuvent être pris en charge. Notamment, ils ont sélectionné un certain nombre de formations. Voilà. Alors, pareil pour Bonabéry, avec la mutuelle de Patience et Bumbu, soutenue par le maire de Douala 4e. Dans la zone anglophone, eux, ils sont alors champions, c'est nickel. Très en avance. Ça fonctionne 10 sur 10. Les mutuelles professionnelles des entreprises, la MUPAC. Donc finalement, on a l'impression que le pilote qui va démarrer est déjà en retard par rapport à ce qui est déjà implémenté. Et les autres questions, c'est comment on va même recruter, comment on va collecter l'argent. Peut-être que je ne me suis pas bien documenté, mais il y a encore dans ma tête un certain nombre de points d'interrogation. Alors je me dis, comme je fais confiance aux porteurs de ce type de programme, je me dis, bon, on va voir comment ils vont implémenter. Peut-être qu'au fil du déroulement de leur process, ils vont se rendre compte, effectivement, que d'autres ont déjà pris et voir ensemble comment construire quelque chose de plus harmonieux et de plus universel, si vous voulez, et plus universel. Jeanne Soga. Bon, moi, je vous écoute et puis je m'étonne finalement parce que c'est quoi une phase pilote? Phase test, phase bon, d'abord, c'est une phase d'imprégnation. C'est quoi la CSU? Quel est le but? Je dis, le but, c'est de permettre d'améliorer l'accès à des soins de qualité aux populations à un coût abordable, c'est-à-dire sans qu'il n'ait à subir les difficultés financières. Bon, ça, c'est lorsqu'on a défini tout ça, on va se dire qu'en réalité, pour moi, tout part à la fin de 2017, lorsque on nous annonce
l'implémentation sur toute l'étendue du territoire de formation sanitaire que nous n'avions pas. Ça participe à ça, parce que si vous voulez donner accès à des soins de qualité, il faut déjà avoir des renforcer le plateau technique. Il faut renforcer les plateaux techniques. Bon, jusqu'en 2014-2013, on était encore loin de là. Et puis sont nés les hôpitaux généraux, n'est-ce pas, dans les deux grandes villes du Cameroun. Et avec bonheur, nous observons que quand même il y a une démarche dans le renforcement de ces formations hospitalières-là. Pour moi, la phase pilote est déjà en cours. Si pour vous, la phase pilote consiste à donner des chiffres en disant que, on a, sur la période allant de janvier à juin 2021, on a reçu 2 millions de patients, on a pris en charge, etc. Bon, peut-être. Mais pour moi, la phase pilote est déjà en cours. Maintenant, ce que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, l'intervention de l'honorable Marlise Douala, parce qu'elle donne des noms, elle donne des zones qui ont déjà pris en charge cette préoccupation, qui expérimentent à leur manière, et on gagnerait à communiquer davantage là-dessus, parce que la raison pour laquelle j'ai accepté de venir sur ce plateau, c'était que je venais comprendre comment on finance tout ça. Parce que la couverture de santé universelle, c'est joli, mais comment on finance ça? Alors ailleurs, je sais qu'il y a les travailleurs qui cotisent, il y a les employeurs qui cotisent. Quand je dis les employeurs, c'est les sociétés qui cotisent. Il y a d'autres mécanismes qui font que l'État lui-même est un cotisant assez important. Et donc, moi, je venais chercher à comprendre les mécanismes de financement de cette CSU qui, pour moi, s'ils ne sont pas bien définis, risque de nous replonger dans les relances à la fin de chaque année pour l'année prochaine de cette phase pilote. Pour moi, la phase pilote est en cours. Maintenant, il faut définir les mécanismes de financement. Moi, j'en appelle à ceux qui sont outillés pour le faire, à le faire de manière sérieuse, à intégrer tous les acteurs de la société, y compris les municipalités, y compris les organisations, sociales, communautaires, parce qu'il y en a. Par exemple, dans mon village, on est en train de construire une sorte de prise en charge de santé de nos populations, une sorte de mutuelle, parce que on a réussi à convaincre les gens de cotiser 1 000 francs par mois pour se prendre en charge. Et ça, c'est l'initiative d'un assureur qui vient vers nous faire cette proposition, et nous avons trouvé intéressant. Donc tout cela doit être mis ensemble. Je pensais que c'était pour ça. Parce que si c'est pour discuter de l'aspect politique de la chose, oui, est-ce que c'est une perte de temps? Moi, je ne veux plus perdre de temps là-dedans. C'est un acquis. Bon, sur lequel finance, quand même, la loi de finances l'a relevé, le ministre l'a également annoncé, le ministre Motazé. La loi de finances, effectivement, a introduit le financement d'une partie de avec un gap, donc. Non. Avec un gap qu'il va devoir falloir combler. Non, mais... Non, les autres mécanismes, hein, il n'y a pas que le gouvernement, il y a des appuis. Il y a par exemple les conventions. Il y a des modèles d'assurance. Je vais commencer par dire ceci. Comme je vous ai dit, moi, j'enlève ma casquette politique quand je parle de médecine en général. Parce que je trouve que c'est important, il ne faut pas faire de la démagogie. Alors, le Cameroun a des chiffres des gens qui sont assurés. C'est sur nos plateformes. On a des chiffres. En entendant l'explication de Honorable Belge, je comprends maintenant pourquoi. Parce que si on est au stade pilote avec le gouvernement, ça veut dire que le gouvernement ne peut pas reporter des gens qui sont assurés. Mais par contre, s'il y a des mutuelles privées ou communautaires qui existent, parce que le mécanisme de report de données part du bas vers le haut via les instances gouvernementales. C'est pour ça que maintenant, dans les instances internationales, on a des chiffres, effectivement, pour le nombre de Camerounais qui sont assurés en ce moment précis. Et ça éclaire plutôt ce que... Parce que moi, je venais vous dire qu'on n'est pas encore là, mais il y a tel nombre de Camerounais. Mais quand il a dit pilote, ça m'a un peu refroidi. Mais je dis, mais où sont ces gens qu'on dit qui sont assurés? Je comprends. Maintenant, revenons à la question de financement. Il y a une stratégie. Chaque pays choisit sa stratégie d'assurance maladie. Il y a des pays anglo-saxons comme aux États-Unis où c'est pas social. Okay. C'est un système qui est capitaliste où les gens investissent dans les fonds de pension et ils payent et les gens utilisent leur argent. Après, quand ils sont malades, on les soigne.
purement et simplement capitaliste. Ça coûte super cher, mais on sait que quand on tombe malade, même si c'est combien, on le donne. Et l'État n'intervient nullement. L'employeur intervient d'une partie et l'assuré lui-même intervient. Ça, c'est un modèle. C'est un modèle Amérique du Nord. Le modèle qui est plutôt socialiste, qui est européen, franco-belge, allemand, c'est un modèle où l'État contribue, comme dans la loi des finances, ça fait partie d'un des mécanismes de financement de l'assurance maladie universelle, où chaque année, l'État alloue un certain nombre de fonds à ce programme d'assurance maladie. Cependant, il n'est pas suffisant. Comme le monsieur a dit, il y a toujours un gap. Le gap vient maintenant des cotisations des individus, d'une part, et d'autre part, des bailleurs de fonds. Je vous ai dit, au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, il y a ce qu'on appelle une gratuité ciblée qui existe déjà à travers les fonds de la Banque mondiale, à travers les fonds suédois, à travers... ça existe, pas seulement pour le Cameroun, pour beaucoup d'autres pays africains. Ça existe parce que les Nations Unies, à un moment donné, ont décidé que pour le VIH-Sida, par exemple, tout le monde a droit et puis ça se subventionne. Donc, il y a déjà cette gratuité ciblée qui existe. Donc, pour répondre à votre question, les mécanismes, pour le cas du Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, il y a le mécanisme gouvernemental qui, à travers sa loi de finances chaque année, alloue une somme d'argent, d'une part. Les cotisants, parce qu'il faut une quote-part de ceux qui cotisent, avec des paquets minimums et des niveaux. Ça veut dire que celui qui cotise 1 000 francs par an ne peut pas bénéficier des mêmes services que celui qui cotise 100 000 francs par an. Donc, il y a ce volet-là qui permet aussi de cotiser. Et après, il y a les partenaires techniques et financiers aussi qui aident. Mais je pense que dans notre cas, comme dans beaucoup de pays africains, parce qu'au Cameroun, on le dit, il n'est pas le seul. On est peut-être en retard, mais on n'est pas le seul pays qui est en train de chercher sa voie pour atteindre en fait cette assurance maladie universelle. Le problème du mécanisme de cotisation et de gestion, parce que l'État est stable et constant. Il prélève nos taxes, comme on a dit tout à l'heure, et après il dit c'est 1%, et il te donne ton argent. Lui, il est constant. Ce qui n'est pas constant, c'est de convaincre les gens de cotiser. Et après, le mécanisme de gestion dans un pays qui peut avoir des gens irresponsables, je dis, je ne fais pas la politique de médecine, qui peut avoir des gens irresponsables qui n'utilisent pas toujours les fonds à dessein ou qui ne les repassent. C'est un système de répartition, en fait, qu'il faut faire. Et la CNPS le réussit assez bien. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas partenaire pour cette assurance. Quand je dis partenaire principal, parce que la CNPS réussit assez bien ce truc de répartition et en faisant même des revenus. Donc, pour moi, il ne devrait pas seulement être partenaire, il devrait être l'organe majeur qui implémente ce système d'assurance maladie. Son modèle d'assurance volontaire pourrait même inspirer. Et son modèle pourrait inspirer. Et c'est là où je rejoins les panélistes qui sont en train de... On est en train de réfléchir pourquoi ça bloque. Alors que, on a l'État qui nous donne un pourcentage, il y a des gens qui peuvent être game parce que... Et puis, il y a un acteur qui est là, qui fait du social, qui a réussi. C'est l'une des entreprises camerounaises qui fait des bénéfices. Donc, ils ont quand même réussi là où beaucoup n'ont pas réussi. Pourquoi on ne les utilise pas pour implémenter ça? Donc, les mécanismes de financement, comme on a choisi une assurance maladie qui est sociale, étatique, et puis third party qui finance. D'accord. Donc, maintenant, comment ça se met en branle pour que l'individu puisse savoir où cotiser, ou avoir accès aux services. Je vais finir par le plateau technique, parce que j'ai beaucoup entendu ça. Vous savez, dans les pays du Sud, je travaille beaucoup avec les pays du Sud, pas au Nord. Le plateau technique n'est pas un élément en soi. On a fait des césariennes dans des conditions qu'on ne peut pas faire dans d'autres pays. Mais on avance en construisant son pont. Ça veut dire quoi? Le paquet minimum qu'on définit dans un premier temps, ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est une consultation dans un centre de santé de premier niveau. Ainsi de suite. Et puis on te refait. Et ces modèles-là, ça existe déjà. Donc, le plateau technique n'est pas un frein au début d'implémentation. Cependant, parce que de toute façon, nous sommes au Cameroun aujourd'hui, si vous avez une greffe de rein que vous soyez assuré ou pas, vous êtes évacué. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va être assuré ou pas que son plateau technique va directement changer. Il faut juste démarrer. Je viens de vous dire que beaucoup de pays ont démarré.
Et puis, ils sont en train de refaire des améliorations. Parce que si on attend que tout le plateau technique soit exactement comme il faut, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut, ce truc de plateau technique, je pense que c'est un mythe. On n'arrivera jamais à un plateau technique qui dit que, OK, go, 100%. D'accord. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport au financement. En deux mots, la personne qui me sensibilise, c'est M. Thiomela, qui est le patron de Douala 5e, de la mutuelle de Douala 5e. Et moi, je me mets au travail et je commence à mobiliser, à organiser, etc. Mais il me manque donc un partenaire. Je n'ai pas pu avoir la mairie comme partenaire, comme lui, il l'a pu avoir. Entre-temps, je mobilise Madame Patience Ebumbu, qui, elle, se met aussi au travail, réussit à créer une adhésion autour du concept. Et le maire de Douala 4e actuel devient un partenaire pour elle. Donc, pour dire que le financement est une chose importante. Maintenant, quand on regarde la CNPS, on va quand même se poser la question de qui va collecter l'argent. Parce qu'ils savent le faire pour tous ceux qui viennent prendre s'inscrire chez eux, adhérer à la CNPS. Mais il y a des tas de gens dans nos quartiers qui jamais n'iront à la CNPS. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est un modèle. On ne dit pas... En tant que la CNPS a lancé même une assurance volontaire de ce type de problème. Cette assurance volontaire, il faut pouvoir avoir déjà la culture. Il faut déjà avoir la culture d'y aller. Parce que rien que mobiliser les gens qui acceptent de donner 1000 francs, je pense que tu en as fait l'expérience, ce n'est pas un exercice facile. Donc, pour moi, je pense que la CNPS devrait utiliser les mutuelles sociales qui existent comme des outils pour aller vers ces cibles qui jamais... Mais ça ne rentre pas dans le modèle. Ça rentre pas parce que le modèle... Excusez-moi, député. Le modèle, en fait, c'est la stratégie est déjà libérale. L'État n'a pas décidé de faire de l'assurance maladie la couverture santé, parce qu'il y a une différence entre couverture santé et assurance maladie et couverture sanitaire universelle. Et ces trois notions sont différentes. L'État du Cameroun n'a pas décidé d'en faire quelque chose de national ou de quelque chose qui lui revient à lui, contrairement par exemple à la France qui est nationalisée et puis avec les mutuelles à côté. L'État du Cameroun a dit, si tu es une réunion du village et que tu veux faire, tu peux faire. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est la couverture sanitaire universelle. Ça nécessite quand même des mécanismes étatiques, y compris des subventions fixes à travers la loi des finances. C'est dans ce cadre-là que l'utilisation d'un organe parapublic, comme la CNPS, qui a un modèle qui a fait ses preuves, pourrait être intéressant. D'accord, Patrick Christian. Alors, je voudrais dire, sur la question de la collecte du financement, l'État a décidé, il est partie prenante majorité. On a des barrières de fonds, notamment sur les questions de santé, et puis il y a les ménages. Ce qu'il faut constater, c'est que des statistiques en études, ou qui ont fait l'objet d'études pour cette couverture santé universelle, on a constaté que les ménages dépensent 70 à 80% de leurs revenus sur la santé. Donc vous imaginez que c'est de l'argent qui sort, n'est-ce pas? Et donc, il est question plutôt d'établir un sentiment de confiance dans les mécanismes de collecte et les retours de soins. Et c'est en cela qu'il faut interpeller les acteurs qui vont mettre en branle. Parce qu'elle a été polie tout à l'heure en parlant de l'indélicatesse de certains gestionnaires. Parce que voilà le problème de fond. Comment convaincre les gens de ce que les 70 à 80% qu'ils dépensent quand ils sont déjà hospitalisés, ils peuvent le faire diviser par 10 simplement à travers une cotisation sociale et qu'ils auront les soins. Voilà la question. On revient à la problématique centrale. Pour sortir. On revient à la problématique centrale. On peut parler, nous sommes tous des Camerounais, nous aimons notre pays. Mais il y a une crise de confiance entre l'État et ceux qui gèrent la fortune de l'État ou les biens communs de tous les Camerounais. Et le Camerounais lambda, il y a ce fossé. Ça peut aussi être un problème aussi culturel. Non, j'ai fini. Très peu de gens sont dans la prévention. Très peu de gens. Non, madame. Même des gens qui gagnent très bien leur vie. Vous êtes surpris de voir qu'ils ne sont pas Vous savez, on fait beaucoup les tontines. Quel que soit, de quel côté ça vient, je voulais juste finir. Quel que soit le côté où ça vient, vous avez
des gestionnaires de la fortune publique, santé, tout ce qu'on dit, Sénat, tout ce qu'on a dit, et vous avez la population. Quel que soit le côté qui est plus éloigné, il y a un fossé entre ces deux-là. D'accord. Et aujourd'hui, tous les Camerounais doivent travailler à réduire ce fossé pour qu'on se fasse plus confiance, pour que des initiatives comme l'assurance maladie puissent trouver preneur. Pour terminer. Moi, je voulais dire une chose, c'est qu'il n'y a pas un endroit où on se fait arnaquer plus que dans les tontines. Et pourtant, nous y allons tout le temps. Voilà. Ça veut dire qu'on se fait arnaquer une année, dans 2-3 tontines, on revient l'année suivante, et c'est une. Pourquoi? Parce que nous savons que notre survie dépend de cette épargne. Il y a un forcée. sentiment d'appartenance collective. Il y a un sentiment d'appartenance collective. Lorsque nous parlons santé, tout à coup, soudain, on commence à dire oui, mais non, mais est-ce que je vais cotiser? Alors, moi, il faut d'abord se dire une chose, c'est que pour adhérer à un groupe, il faut s'inscrire. L'inscription vous donne un matricule que vous pouvez faire valoir dans telle circonstance. Donc, il faut déjà qu'on vous dise. Votre inscription vous donne droit à quoi? Et c'est là où c'est intéressant ce que le docteur Mbaga a dit tout à l'heure. Elle dit qu'il y a des paquets minimums qui sont fonction du niveau de cotisation. C'est très bien. Quand vous cotisez 1000 francs, vous avez droit à tel type de soins à travers un matricule, une carte, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas déjà ce minimum d'explication-là, eh bien, ça ne sert à rien. Vous êtes perdu parce que vous posez la question de savoir à quoi ça sert. Donc moi, je dis, si vous pouvez reprendre 10 fois 15 fois les tontines dans lesquelles les caissiers s'en vont parce que ça fait... Merci, mesdames, messieurs. Donc, il y a la pédagogie bien et sûr. puis la sensibilisation. Merci à vous à la mesure également. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.